Comment pouvons-nous non seulement réduire, mais avoir un impact positif sur l'environnement grâce à notre alimentation? Alors justement, Jessica va essayer de répondre à ces questions. Donc, je vais d'abord vous la présenter. Elle est ingénieure diplômée de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique et du master spécialisé en énergie marine renouvelable de l'ENSTA Bretagne. Je sais que c'est des... elle est doctorante aussi en ingénierie civile dans le domaine des éoliennes flottantes à l'université de Plymouth au Royaume-Uni. Mais le plus important de tout ça, elle est mère de 3 enfants et bien sûr, elle est passionnée par des nouvelles découvertes scientifiques dans les domaines de l'environnement et de la santé. Donc, je vais donner la parole à Jessica, qui, je crois, va nous présenter un PowerPoint. Voilà. Donc, Jessica, tu as la parole. Ok, est-ce que vous voyez bien la page de titre là? Oui. Oui, on Ok. voit très bien. Bien. Donc, alors, je vais vous présenter aujourd'hui de nombreuses façons de protéger l'environnement et ça ne sera pas exhaustif, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Mais mon but principal, c'est de vous donner des nouvelles idées, peut-être certaines de ces choses, vous n'êtes pas au courant qu'on peut les faire. Surtout, ne vous sentez pas jugé par quoi que ce soit que je vais dire, ce n'est pas mon but. Je cherche surtout à vous faire prendre conscience et vous choisissez ensuite ce que vous voulez prendre, peut-être une ou des nouvelles choses que vous pouvez faire au quotidien. Pourquoi Alors, juste un petit mot pour dire qu'à la fin de la présentation, on aura tout le temps de poser des questions et d'échanger avec Jessica et entre nous. Voilà. J'attends que ma diapositive change. Ah, voilà. Alors, pour protéger la planète, il y a de nombreuses choses qu'il faudrait faire. Donc, entre autres, réduire notre consommation des ressources, que ce soit celle de l'eau, de l'électricité, des énergies fossiles en particulier, et des gaz. Il faut aussi qu'on pollue moins et qu'on produise des objets de manière plus écologique. Alors, il y a de nombreuses personnes qui vont vous dire aussi qu'on est tout simplement trop nombreux ou on risque d'être trop nombreux. Donc, il y a ce côté-là aussi qui peut être embêtant. Il faut développer les énergies renouvelables. Euh, et puis, il y a aussi l'importance de réduire les émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Alors, vous pourrez vous dire, bon, moi, dans ma petite vie, qu'est-ce que je peux faire pour y contribuer? Donc, vous pourrez dire, bah, c'est les politiciens et c'est des preneurs de décision, des grandes entreprises qui peuvent faire des changements, mais sachez que vous avez quand même un pouvoir qui est l'argent, c'est-à-dire à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous faites en quelque sorte un vote pour un produit qui serait plus ou moins protecteur de l'environnement ou au contraire nocif. Donc évidemment, il y a de nombreuses choses qu'on peut faire. Après, parmi toutes ces choses, il faut trouver celles qu'on peut réellement faire, c'est-à-dire à la fois, est-ce qu'on a le temps de faire cet investissement? Parfois, certains efforts nous demandent d'avoir plus de temps. Mais aussi, heu, pour avoir un peu plus de motivation, il est intéressant de se poser la question à la fois de l'impact sur notre santé et de l'impact sur, nos finances. Hem, donc par exemple, si un effort qui protège l'environnement, bénéficie aussi à votre santé, bah, c'est doublement, intéressant de le faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup vu de concordance entre des actions bénéfiques pour l'environnement et pour la santé. Au niveau de l'argent, parfois, ça nous permet évidemment d'économiser de l'argent. Par exemple, des personnes qui vivent de manière frugale, en général, sont assez protecteurs, de l'environnement. Des fois, par contre, il est intéressant de dépenser un peu plus d'argent parce que tout simplement, il faut faire des efforts supplémentaires pour produire de manière écologique. Donc vous allez voir un peu, où je vais aller. Alors je vais vous montrer d'abord, 2 images, très contrastées. Donc à gauche, vous avez quelqu'un qui vit de manière, on va dire, très primitive, donc peut-être comme nos lointains ancêtres. Donc il prend, tout ce qu'il possède, vient directement de la nature.
et a priori, c'est biodégradable. Donc, des personnes qui vivent comme lui, on pourrait faire vivre facilement toute notre population du monde actuel sans problème, de manière durable. Euh, et puis de l'autre côté, vous avez des personnes plutôt, on va dire, dans des villes riches, dans des pays riches, qui vivent avec beaucoup de technologie. On se déplace de plus en plus avec des voitures, et au point qu'on a besoin parfois d'utiliser de l'électricité parce qu'on n'a pas assez d'exercice physique. Donc on arrive à des contradictions comme ça. Et donc les personnes qui vivent de manière la plus polluante ou avec plus d'impact sur la planète, si tout le monde vivait comme ça, en fait, il faudrait 5 planètes pour faire vivre toute l'humanité. Donc c'est pas possible de faire vivre tout le monde comme ça. Donc je pense, peut-être certains d'entre nous, on pourrait se dire: «Bon, je vivrais bien peut-être 1 ou 2 semaines dans la jungle, proche de la nature», mais au bout d'un certain temps, bon, on a quand même envie de revenir à un confort moderne. Donc il faut trouver un équilibre quelque part entre les 2, se dire, voilà: «Qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour être heureux? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes les choses matérielles auxquelles on a accès, de nos jours?» Alors il y a une autre contradiction intéressante, bon, c'est qu'autrefois, on utilisait le cheval pour se déplacer et de nos jours, on utilise en fait de l'énergie fossile pour déplacer les chevaux. Donc, bon, je ne sais pas si on pourrait réintroduire les chevaux dans notre vie quotidienne, mais peut-être quand même à la campagne et essayer de revenir un peu plus à la nature. Euh, alors, je vous ai parlé de la santé et l'environnement et je dirais que parfois, si jamais vous devez choisir entre la santé et l'environnement, je dirais à long terme, il est presque plus intéressant de choisir votre santé parce que dites-vous que si vous maintenez votre corps en bonne santé, vous serez capable, jusqu'à un âge avancé, de vous déplacer par le moyen de transport que vous choisissez, c'est-à-dire marcher à pied ou même à vélo, et de ne pas être dépendant des moyens motorisés. Donc ça, c'est un problème, je pense, de notre vie moderne qui se produit parfois. Donc juste en résumé, au niveau des transports, autant que possible, essayez de marcher à pied. Pour des distances plus longues, choisissez le vélo ou les transports en commun. Il y a un truc intéressant, c'est le vélo électrique. C'est un peu cher, mais si vous choisissez de faire ça, ça peut être un investissement intéressant pour monter les côtes facilement. Et puis, si vous n'avez pas d'autre choix, il y a toujours l'option du covoiturage, donc de prendre un véhicule à plusieurs. Alors, il y a une entreprise, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls, mais une qui fonctionne en tout cas à Plymouth, qui propose des livraisons à vélo. Donc, c'est extrêmement intéressant ce concept, puisque ça permet à des jeunes de, à la fois se dépenser physiquement, de gagner de l'argent et puis de transporter des marchandises de manière écologique. Donc, ça se développe surtout dans des grandes villes. Voilà, donc si vous avez moyen de soutenir des entreprises comme ça peut être intéressant. Alors, je vais vous parler maintenant des déchets qu'on cause lorsqu'on fait nos courses alimentaires en particulier, mais de manière générale. Donc, bon, j'espère que beaucoup d'entre vous, vous êtes conscients que c'est bon d'apporter ses propres sacs aux courses, de les réutiliser au moins, mais aussi de choisir des aliments qui sont emballés aussi peu que possible. Donc il y a des supermarchés qui proposent plus de produits en vrac et d'autres, bah, c'est déjà prêt à emballer. Donc je sais que dans mon supermarché, pour les produits qui sont en vrac, je peux tout à fait apporter mon propre sac, donc un sac en tissu par exemple, et je ne suis pas obligée de prendre les sacs plastiques pour mettre mes fruits et légumes dedans. Donc pareil, même les sacs surgelés, il y en a qu'on peut acheter, qui dureront plusieurs années plutôt que plusieurs semaines. Hem, voilà, donc c'est bon d'investir dans des bons sacs de courses et surtout de ne pas les oublier. Alors il y a un autre domaine dans lequel, certains d'entre nous peut-être créent, un peu trop de déchets, c'est-à-dire les boissons à emporter. Donc il y a de nombreux nombreux magasins enfin, des cafés où on peut acheter un café qu'on peut emporter. Et donc c'est bon d'éviter ça, soit en consommant sur place, soit en apportant sa propre boisson chaude lorsqu'on se déplace.
Soit, alors il y a une option dans certains cafés, par exemple dans mon université, ils proposent d'apporter sa propre tasse et on a du coup, 20 pence de réduction et donc essayez de vous renseigner si vous avez des cafés où vous avez le droit d'emporter, votre café acheté, mais dans votre propre récipient. Pareil, lorsque vous allez acheter de la nourriture, hem, bah, c'est toujours bon de réfléchir. Est-ce que je vais avoir ma nourriture dans un récipient qui va être jeté ensuite ou dans un récipient qu'on peut laver? Et a priori, souvent, dans les récipients, qui sont lavés, vous avez une nourriture un peu meilleure pour la santé. Mais si vous voulez vraiment manger du fast-food, alors je sais que si vous, par exemple, vous avez un kebab local et que vous connaissez bien le propriétaire, vous pouvez demander: «Est-ce que je peux emporter, vous pouvez essayer d'apporter votre propre récipient et dire: «Vous pouvez me mettre le kebab dedans». J'ai fait ça 2 fois dans un fish and chips local et ils ont accepté de le mettre plutôt que de me donner des emballages jetables. Hem, alors les gens qui font des efforts, très, très importants dans ce domaine d'éviter, au maximum la création de déchets, ils vivent, le mode de vie zéro déchet ou zero waste living en anglais. Donc l'idée, c'est d'avoir produire le moins de déchets possible. Alors zéro, ça sera impossible, mais ça sonne bien quoi. Donc l'idée, évidemment, à chaque fois que vous allez faire des courses, déjà apporter des sacs pour les fruits et légumes aussi, s'il y a besoin. Voir si vous avez des boutiques aussi qui proposent des articles en vrac. Donc vous voyez là, il y a hem vous pouvez, apporter votre propre récipient et mettre dedans, divers articles. En général, c'est des ingrédients secs, que vous achetez et ensuite, vous pesez. Alors il faut voir dans les magasins comment ça fonctionne quoi, mais il y en a de plus en plus comme ça. Donc essayez de voir, de choisir des magasins où il y a peu d'emballage et même pour des produits frais, si vous allez chez le boucher ou, au comptoir dans un supermarché, vous pouvez parfois apporter votre propre récipient plutôt que de créer un nouveau sac plastique. Hem Et je sais que dans un supermarché dans le coin où j'habite, ils encouragent même les clients d'apporter leur propre récipient, donc c'est tout à fait acceptable à certains endroits. Alors il y a une dame qui est championne de ce mode de vie, elle s'appelle, Bea Johnson, elle est française à l'origine, elle habite en Amérique. Elle est elle a alors vous la voyez sur cette photo dans le bocal qu'elle tient dans la main, c'est les déchets que sa famille de 4 personnes crée en une année. Ça paraît incroyable, vu, je pense, la plupart d'entre nous, comparé à ce qu'on produit comme déchets en une semaine même. Et donc elle a écrit un livre sur comment elle le fait. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de le lire ou d'aller sur son blog zerowastehome.com. Elle fait aussi quelques présentations YouTube, donc vous cherchez son nom, ça devrait être facile de trouver ça. Hem, alors moi, j'ai trouvé quelques articles, dans la vie quotidienne que moi, me permettent de réduire un peu mes déchets. Donc, par exemple, ça existe des pailles en métal qui sont lavables, donc vous pourrez même les faire bouillir à l'eau chaude si vous craignez le développement de bactéries. Donc évidemment, il vous faut une paille, pour rentrer dedans, pour bien la frotter, quoi. Et donc il y a même, moyen, j'ai fait un gobelet pour mes enfants, donc j'ai une espèce de couvercle en silicone qui a un trou pour mettre la paille et donc voilà, il y a tout à fait moyen d'avoir des choses, sans créer trop de déchets et donc j'ai pu réduire aussi, ma consommation de films adhésifs, alimentaires, donc j'ai trouvé ce produit qui c'est des couvercles, en silicone qui sont élastiques, donc ils s'adaptent à des récipients ronds. Donc il y a diverses tailles, donc si j'ai un reste de nourriture, je peux tout à fait l'emballer hermétiquement dans le frigo sans utiliser un film, transparent. Un autre truc, donc il y a souvent les sacs de congélation pour transporter des aliments. Donc ça existe en version, lavable aussi que vous pouvez utiliser plusieurs fois, et qui a priori vont pas se détruire, en peu de temps. Donc, au niveau, du nettoyage de la maison, il est toujours bon aussi de choisir, des des tissus, pour nettoyer plutôt que des lingettes ou du sopalin qui sont lavables à la machine et qui a priori peuvent durer, longtemps. Donc bon,
malheureusement, je crois, beaucoup d'entre nous doivent porter le masque encore, donc pareil, privilégier les masques qui sont lavables. Quoique on m'a dit que les masques en papier sont peut-être lavables aussi, mais c'est sûrement moins, ça dure moins longtemps quand même. Un autre un autre, domaine où on produit des déchets parfois, c'est les bouteilles, en plastique. Hem, donc évidemment, autant que possible, il est bon d'avoir sa propre bouteille, d'avoir toujours de l'eau sur soi pour pas avoir à en acheter, en déplacement. Et si vous achetez l'eau en bouteille parce que l'eau du robinet, de votre ville est très mauvaise, bah, il est intéressant d'investir dans une carafe, de filtrage d'eau. Et moi, j'ai trouvé un modèle qui est extrêmement intéressant parce que, alors dans les carafes, de filtrage d'eau, il y a souvent une cartouche, qu'il faut renouveler, tous les quelques mois. Et en fait, le modèle que j'ai trouvé où la cartouche même, elle est réutilisable et je ne fais que changer, l'intérieur de la cartouche qui sont des granules, qui permettent de filtrer l'eau. Donc c'est une entreprise qui a développé ça, c'est une bonne idée, je trouve. Pareil, il y en a peut-être parmi vous qui apprécient les boissons gazeuses. Donc sachez qu'il y a tout à fait moyen de produire de l'eau gazeuse, avec l'eau du robinet, avec une machine, qui met du gaz dans l'eau, quoi. Hem Alors donc pour résumer, il est bon toujours de privilégier les articles à usage unique, en particulier lorsque c'est du plastique, parce que le plastique, ça vient du pétrole qui est une ressource, non renouvelable. Donc si vraiment vous devez utiliser quelque chose qui serait jetable, il est bon de préférer du papier, du carton. Par exemple, il y a des pailles en papier maintenant ou même des assiettes en papier plutôt qu'en plastique, quoi. C'est aussi beaucoup plus biodégradable, donc c'est à la fois au niveau de la fabrication qu'au niveau des déchets que, c'est intéressant de faire ça. Hem, alors au niveau des produits cosmétiques, il y a aussi moyen de réduire un peu ces déchets. Par exemple, il y a des recharges de shampoing où il y a même des boutiques où vous pouvez emmener une bouteille de shampoing vide et pomper, pomper du shampoing dans la bouteille directement dans le magasin. Ou, bon, sinon vous pouvez aussi, pour des gels douche, revenir à du savon en brique. Hem, donc après, bon, il y a quand même des achats qu'on doit faire, régulièrement, des nouveaux appareils. Hem, donc pour chaque, nouvel appareil électrique ou, donc qui n'est pas alimentaire, il est toujours intéressant de se poser la question: «Est-ce qu'on a réellement besoin de ce nouvel achat? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait tout à fait faire l'affaire à la place?» Alors parfois, on doit acheter un nouvel appareil parce que l'ancien est cassé, donc toujours se poser la question avant, est-ce que vous n'avez pas moyen de le faire réparer? Et si c'est quelque chose dont vous n'allez pas vous servir fréquemment, on peut considérer l'idée de louer, cet appareil. Hem Et puis une autre option, plutôt que d'acheter un appareil neuf, c'est de voir d'abord si il est pas vendu, d'occasion quelque part en boutique, d'occasion où, il y a beaucoup de sites internet où les gens peuvent poster des annonces maintenant. Alors si vous voulez vraiment acheter neuf, il est toujours bon de se renseigner sur, l'entreprise à laquelle vous allez acheter. C'est-à-dire, posez-vous la question: «Si mon appareil est défectueux, est-ce que je peux l'échanger, le renvoyer à l'entreprise? Est-ce qu'il y a moyen de racheter des pièces de rechange?» Parce que si vous êtes obligé d'acheter un appareil, juste parce qu'il y a une partie qui est cassée, bah, en gros, vous gâchez beaucoup de matière et ça crée beaucoup de déchets pour rien. Alors je vais vous parler maintenant de l'industrie du vêtement. Alors, c'est très choquant, c'est-à-dire, en fait, après l'industrie du pétrole, cette industrie est la plus polluante au monde, parce elle requiert énormément de ressources lors de la fabrication et certains matériaux sont fabriqués à partir du pétrole, donc en gros, c'est comme du plastique. Alors il y a entre autres l'acrylique et le polyester. Et puis même les matières, on va dire naturelles comme le coton, bah, ça requiert pas mal d'eau pour en produire et malheureusement, à part pour du coton bio, il y a parfois une utilisation massive des pesticides. Hem, donc tout ça, ça crée pas mal de problèmes et puis, ce qui se passe, c'est qu'à
actuellement, on produit tellement de vêtements, les gens ont accès à des vêtements tellement facilement que on se débarrasse de vêtements alors qu'ils sont pas totalement usés, quoi. Et donc, il y a de plus en plus de vêtements qui arrivent, donc parfois dans des boutiques de charité, jusque-là tout va bien. Mais même les boutiques de charité n'arrivent plus à les revendre à des prix vraiment bas et donc ils sont envoyés dans des pays du tiers-monde où même là-bas, les gens ont accès à tellement de vêtements maintenant que ça atterrit, dans des déchetteries ou alors même dans la nature, parce qu'on ne sait plus quoi faire de tous ces vêtements. Tellement on surproduit des vêtements actuellement. Et donc après, il y a aussi, le problème des matières, pour certains tissus qui sont pas biodégradables ou qui émettent beaucoup des substances toxiques lorsqu'on les brûle. Donc, à chaque fois que vous achetez des vêtements, réfléchissez soigneusement. Est-ce que vous avez besoin d'un nouvel vêtement? Est-ce que vous pouvez pas le trouver d'occasion? Et si vous voulez acheter neuf, est-ce que vous pouvez pas le trouver, de auprès d'une entreprise qui les produit de manière durable? Donc, je vais pas aller en détail aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet là-dessus. Hem, donc voilà, ce qui a créé entre autres ce problème, c'est la fast fashion, c'est-à-dire, on il y a des magasins qui proposent des nouveaux vêtements, presque toutes les semaines juste pour faire acheter les gens parce qu'il y a plus personne qui a vraiment besoin de vêtements en tout cas dans les pays modernes et donc c'est ça qui, entre autres, crée pas mal de problèmes. Je ne vais pas entrer en détail maintenant, mais voilà, donc il peut être intéressant de se poser des questions, quel est le minimum de vêtements que j'ai besoin, pour être, quand même bien habillé, sans gaspiller des vêtements. Donc il y a un concept intéressant, ça s'appelle le capsule wardrobe. Donc si vous cherchez ce terme sur internet, si la prochaine fois que vous devez acheter des vêtements, bah, posez-vous la question: «Est-ce que mon vêtement rentre dans mon style de vêtements? Est-ce que ça va avec les autres vêtements que j'ai?» Alors au niveau des loisirs, il est toujours bon aussi de se poser la question: «Est-ce que la façon dont je vais m'amuser, est-ce que ça va consommer de l'électricité ou pas? Est-ce que ça va aussi me faire bénéficier à ma santé ou pas?» Pareil, donc là vous avez à gauche une famille qui fait un jeu de société et alors qu'à droite, bah, ils consomment de l'électricité et c'est aussi un peu moins bon, pour la santé mentale. Alors, dans la maison, vous avez aussi, des méthodes pour réduire votre consommation d'eau, d'électricité ou de gaz. Alors, il est vrai que si vous allez adopter le mode zéro waste, vous allez a priori consommer plus d'eau, mais sachez que pour chaque fabrication de n'importe quel nouvel objet, il faut utiliser de l'eau. Donc c'est toujours quand même meilleur de nettoyer quelque chose plutôt que d'acheter quelque chose de neuf. Mais bon, de manière générale, il est bon de vérifier que vos robinets sont toujours fermés quand vous n'avez pas besoin, qu'ils ne fuient pas. Ne jetez pas n'importe quoi dans l'eau, dans votre lavabo, qui pourrait polluer l'eau. Privilégiez les douches plutôt que les bains. Quand c'est possible, prenez de l'eau froide plutôt que chaude et si vous voulez faire un bain, bah, essayez de faire profiter plusieurs membres de la famille pour économiser. Alors au niveau de l'électricité, du gaz, sachez que l'électricité, elle est surtout, hem, heu, la plus forte consommation d'électricité vient des appareils qui chauffent. C'est-à-dire, si vous avez du chauffage électrique ou si vous utilisez un four ou un sèche-linge, c'est ça qui vraiment consomme le plus d'électricité. Donc c'est ceux-là sur lesquels il faut, réfléchir le plus si vous utilisez ça vraiment raisonnablement. Après, en hiver, comme c'est tellement facile de chauffer maintenant, on peut avoir tendance à surchauffer nos maisons. Hem, alors pareil, on risque d'oublier d'éteindre le chauffage, quand on aère, donc ça, c'est un point important à ne pas oublier. Quand vous cuisinez, mettez un couvercle sur les casseroles et puis il y a certains appareils de cuisson qui permettent de consommer un peu moins d'électricité comme, qui marchent à basse température, comme des mijoteuses électriques, donc c'est intéressant de réfléchir un peu à ça. Alors j'ai pensé aussi, bon j'ai pas vu ça nulle part, mais qu'il serait intéressant de vivre, à nouveau un peu plus avec le rythme du soleil. C'est-à-dire d'essayer de se lever quand le soleil se lève et de se coucher au moment où, bah, il y a plus de lumière. Évidemment, en hiver, ça risque d'être un peu difficile,
Mais je pense même à l'avenir, il serait intéressant d'avoir des journées plus longues en été et moins longues en hiver, parce que je pense en hiver, on a tendance à être un peu plus fatigué aussi. Voilà, c'est un truc à réfléchir. Alors, je vais vous parler un peu d'alimentation maintenant. Donc, à gauche, vous avez une pomme. Donc, a priori, une pomme, bah, euh, il faut pas grand-chose. Enfin, il faut bien sûr un arbre et puis il faut de l'eau pour faire pousser l'arbre. Mais après ça, bah, c'est fini. Il faut cueillir la pomme. Et puis, c'est surtout le transport, en fait, à votre maison qui impactera l'environnement. Puis à droite, vous avez des bonbons. Donc, je ne sais pas si vous savez comment on fabrique du sucre, mais en gros, il faut extraire du jus, par exemple de la canne à sucre, puis il faut le chauffer pour le cristalliser. Bref, il y a tout un processus par lequel ça doit passer pour devenir cet aliment final. Et donc, malheureusement, dans ce processus, en plus, on perd des nutriments. Donc, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau de la santé, eh ben, il peut être bien plus bénéfique de choisir de manger une pomme plutôt qu'un bonbon, même si les 2 nous apportent du sucre. Alors pareil, ici, vous avez à gauche, des graines de tournesol et à droite, vous avez l'huile de tournesol qui est fabriquée à partir de ces graines et les nutriments qui sont, hem, contenus dans les graines de tournesol, malheureusement, lorsqu'on les transforme en huile, bah, il y a pas grand-chose qui est préservé. Et pareil, ça requiert pas mal, d'énergie pour fabriquer cette huile. Donc, hem, j essaie de toujours choisir des aliments peu transformés, hem, à la fois pour votre santé et pour l'environnement. Alors je vais vous parler un peu d'agriculture. Donc, autrefois, ben, on élevait les animaux, bah, sur un pâturage, en plein air et de nos jours, malheureusement, il y a de plus en plus d'animaux qui sont élevés, hem, à l'intérieur. Donc ça a plusieurs impacts, pas si bons pour l'environnement. À la fois, il faut leur apporter leur nourriture et puis il y a aussi le problème des excréments, du fumier. Donc, il faut le gérer. C'est-à-dire autrefois, on utilisait le fumier pour, refertiliser, le sol et de nos jours, c'est pas sûr que toutes les fermes d'élevage intensive, font vraiment quelque chose des déchets. Ça devient un déchet et du coup, inutilisable et un autre problème dans l'agriculture, c'est lorsqu'on cherche à produire un seul aliment, enfin une seule plante sur un vaste champ et donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'on on détruit toute autre vie, sur ce champ avec des herbicides, des pesticides et au bout de si on fait la même plante de nombreuses années sur le même champ, au bout d'un certain temps, le sol, il est complètement, dépourvu de nutriments et du coup, il faut appliquer du fertilisant artificiel qui vient du pétrole. Donc ça, c'est pas durable. Alors il y a à l'inverse de ça, il y a l'option de la permaculture, donc où on cherche à faire pousser plusieurs plantes, au même endroit et donc il y a certaines plantes qui remettent des nutriments dans le sol. Hem Et ça évite aussi il y a même des plantes qui sont des insecticides, naturels. Donc il y a de nombreuses façons de mieux faire, l'agriculture. Je vais parler un peu plus en détail, mais avant, sachez que pour chaque aliment, qui est produit, bah, il faut pas mal de ressources, dans la nature et donc il est important de traiter, chaque aliment, de manière précieuse, c'est-à-dire, une fois que vous l'avez, d'éviter de le jeter. Donc d'abord ne pas en acheter trop, mais aussi de bien surveiller les dates, d'éviter de le gaspiller. Hem, donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, essayer choisir des aliments avec peu d'emballage, de aussi privilégier de la nourriture qui vient de votre région et qui est produite en saison du coup. Hem, heu, donc privilégier les aliments qui n'ont pas besoin de tout un processus pour être produits et il est bon aussi, à la fois pour l'environnement et pour la santé de manger, plus d'aliments crus. Heu, voilà, parce que les nutriments sont préservés et puis, vous avez pas besoin d'énergie pour 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 faire, votre, repas. Alors si vous voulez consommer des aliments, qui viennent de loin, il y a des entreprises qui développent, donc il y a une entreprise française qui propose elle transporte en fait
du chocolat et du café des Caraïbes en France par un voilier, donc sans émission de CO2 pour le transport au moins. Et malheureusement pour l'instant c'est très cher, mais si vous avez les moyens et que vous voulez faire un geste pour l'environnement, ça peut être une bonne idée. Il y a un autre voilier aussi, qui voyage en Europe, il s'appelle le Tres Hombres. Je ne sais pas, peut-être dans les années qui viennent, il y aura de plus en plus d'initiatives de ce genre. Donc guettez, si vous pouvez, faire dépenser un peu plus pour, soutenir ce genre, d'entreprise. Alors il y a des personnes qui vont vous dire que pour protéger la planète, il faut qu'on arrête de manger de la viande et ou certains même diraient tout produit animal. Alors, les raisons pour lesquelles les gens diraient ça, c'est on dit voilà, pour produire 1 kilo de viande, il faut que l'animal mange tant de kilos de produits de plantes et pourquoi on ne mangerait pas les plantes à la place? Ça nous donnerait plus de nourriture au total. Et puis vous avez peut-être vu des documentaires où on parle de combien d'eau il faut pour produire 1 kilo de viande. Et aussi, on parle des émissions de gaz à effet de serre par les animaux d'élevage. Euh, alors, ma réponse après la relecture de 2 livres sur ce thème, c'est non, surtout pas. C'est une mauvaise idée, même, parce que d'une part, il y a des endroits de la planète où on ne peut pas faire pousser des plantes. Par contre, on peut tout à fait y élever des animaux, parce que les animaux peuvent manger des plantes que nous, on pourrait pas manger. On peut pas manger de l'herbe. La vache, elle peut manger de l'herbe. Ou encore, en fait, les animaux sont même nécessaires pour les plantes, c'est-à-dire que le fumier, les excréments d'un animal, bah, ça redonne des nutriments à la terre et un sol sur lequel il y a jamais d'animaux, au bout d'un moment, bah, il va plus du tout, vous donner même vous pourrez plus y faire pousser des plantes. C'est-à-dire il faut appliquer, du compost ou du fumier sur ce sol pour régulièrement avoir assez de nutriments. Hem, heu, donc plus que de s'intéresser à ce que je dois manger des plantes ou de la viande, il est plus important de se poser des questions sur le mode de fabrication le mode production de votre aliment. C'est-à-dire, est-ce qu'on a utilisé des pesticides? Est-ce qu'ils ont utilisé des fertilisants naturels ou artificiels? Et est-ce que les animaux, ils ont été élevés de manière plus naturelle ou enfermés dans des hangars où, ils voient jamais la lumière? Donc par exemple, il y a parfois on croit que les poules, on leur fait manger que des graines, mais en fait les poules, c'est des oiseaux, ça mange, des insectes et en fait des poules élevées en plein air, elles peuvent, chercher des insectes eux-mêmes dans la nature et ça peut même être intéressant de combiner, des poules avec un potager qui eux, mangeraient les insectes qui mangeraient les plantes qui poussent dans le potager. Hem, alors il y a ouais, non. Il y a donc dans 2 livres que je vais vous présenter dans un instant et il est même dit que à la limite, le pire aliment à consommer, ce serait les céréales. Pourquoi? Parce que les céréales, on a tendance justement à les faire pousser dans des vastes champs, avec des pesticides et avec des fertilisants, artificiels plutôt que naturels et en particulier, ce sont des plantes annuelles. On doit les semer toutes les années. Leurs racines, ne sont pas profondes du coup. Elles prennent des nutriments dans le sol et comme les racines ne retiennent pas la terre, dès qu'il y a même du vent ou une inondation, toute la terre peut s'en aller. Alors que si vous avez des arbres ou des plantes qui restent pendant plusieurs années, eh bah, elles vont retenir cette terre. Donc il y a malheureusement aussi tendance à planter trop de plantes dans des endroits où il n'y a pas assez d'irrigation de pluie et donc on fait transporter l'eau d'un autre endroit, par exemple d'une rivière, d'un lac et malheureusement parfois c'est excessif et du coup, il y a des rivières qui sont asséchées par, un excès d'irrigation et bah, vous tuez des poissons quoi, en cherchant à faire pousser des plantes à des endroits où tout simplement, naturellement, ce ne serait pas possible. Heu,
Ouais, et donc, alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous intéresser au livre de Lierre Keith, The Vegetarian Myth. C'est une ex-végétalienne de 20 ans. Alors elle a détruit sa santé en étant végétalienne pendant 20 ans et du coup, elle s'est intéressée, est-ce que vraiment, elle a cherché à protéger la planète, est-ce que vraiment j'ai protégé la planète? Elle a découvert qu'en fait, en cherchant plus profondément, bah, c'était pas le cas, quoi. Donc elle donne plein de renseignements intéressants. Donc si vous voulez consommer des produits d'origine animale, il est intéressant de vous intéresser aux produits bio ou au moins d'animaux élevés en plein air, mais aussi de consommer une variété de parties de l'animal. C'est-à-dire autrefois, les gens, ils mangeaient tout de l'animal, ils jetaient pas la peau, ils jetaient pas les organes. Hem, Ils faisaient même un bouillon avec, l'os, des animaux pour extraire plus de nutriments encore. Et puis, en fait, les animaux en général, bah, ça c'est quand même un produit local, quoi, donc ça vient rarement la viande, les produits laitiers, ça vient pas toujours en général au moins de votre pays, quoi. Hem, il y a un autre livre intéressant qui s'appelle Sacred Cow, donc qui explique qu'en fait les ruminants, donc dont la vache, non seulement si on les élève de manière correcte, elles elles n'émettent pas de CO2, mais elles permettraient même de séquestrer du CO2. C'est-à-dire, non, c'est pas les gaz à effet de serre, pas forcément le CO2, mais c'est-à-dire en fait le on parle des émissions de gaz de méthane, par les vaches et en fait, le méthane, en fait, ça vient de la nature. Si c'est une on laisse la vache brouter l'herbe et ensuite, il y a une grosse partie de ce qu'elle consomme qui va ressortir et qui va du coup refertiliser le sol et on stimule du coup la croissance de plantes et ça, au final, lorsqu'on regarde tout le cycle, en fait, on arrive à séquestrer du carbone. Alors, il y a un fermier en Amérique, qui a un projet très intéressant aussi. Il s'appelle Joel Salatin. Il fait des élevages donc de poules, de porcs et de vaches au moins, et peut-être d'autres animaux aussi. Donc, cherchez son nom, vous voyez comment il le fait et il serait intéressant que beaucoup de fermiers, fassent comme lui dans le monde. Alors je ne sais pas combien de temps, il me reste. J'ai parlé à un bon moment déjà. Bah, là, c'est à peu près, oui, il est déjà à 40. Ouais, non, bon, si ça vous intéresse, je peux vous parler d'un livre de Bill Gates sur lequel je n'ai lu que j'ai pas lu, mais entendu à la radio une section sur l'alimentation de ce qu'il propose et en fait, c'est assez choquant ce qu'il propose. C'est-à-dire, en fait, il propose de produire plus de nourriture, mais quasiment tout ce qu'il propose, ça va être de la nourri de des aliments qui peut-être, on aura plus de nourriture en quantité, mais ce sera de la nourriture de moins bonne qualité, avec moins de nutriments et d'après ce que je sais sur l'alimentation sur la santé, c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'actuellement dans le monde, on a on a 2 milliards d'obèses et on a peut-être, moins d'1 milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger. Donc on n'a pas un problème de quantité de nourriture, peut-être un problème de distribution, mais surtout un problème de mauvaise qualité de nourriture. Voilà. Donc il faut qu'on s'intéresse un peu plus à la qualité de ce qu'on consomme et manger moins peut-être, mais des meilleures choses. Voilà. Donc en résumé, je dirais, autant que possible, essayez d'acheter bio, de vous renseigner sur le mode de fabrication. Alors parfois, il y a des fermes qui n'ont pas le label bio, mais qui produisent quand même, de manière correcte. Heu, Éviter les emballages, essayer de choisir des loisirs, qui n'impactent pas trop l'environnement. Essayer de trouver de manière générale, du plaisir sans dépendre d'objets matériels. Alors, rester un peu vigilant, par rapport à des affirmations qui sont faites par des personnes qui ont parfois un intérêt économique dans un produit qu'on vous propose, ou une façon de vivre. Et une dernière idée pour ceux qui ont un jardin, essayez de faire pousser votre propre nourriture. Bah, c'est vraiment comme ça que vous pourrez réduire le plus l'impact,
sur la planète, lors de votre alimentation au moins. Si vous avez un grand jardin, même des petites poules ou un mouton, je ne sais pas. Voilà, pour ceux qui ont le temps. Mais voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Jessica. Ok, j'arrête. Oui, comme ça, on pourra tous se voir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, voilà, comme ça, je peux voir tout le monde. J'espère que ça vous a profondément intéressé. En tout cas, ça nous donne des idées. Et même si on savait certaines choses déjà, bien sûr, hein, consciemment, on essaye de faire notre mieux dans notre vie quotidienne. Mais quand même, il y a beaucoup de points intéressants dans ce qu'a dit Jessica. Donc voilà, maintenant c'est le temps pour les questions et les réponses ou même des commentaires pour certains. Est-ce que vous en aurez? Est-ce que quelqu'un voudrait? Alors, vous avez un signe. Vous pouvez lever la main éventuellement. Attendez, si vous le voyez, vous avez des réactions. C'est écrit réaction. Voilà. Et là, vous pouvez lever la main si vous voulez parler. Comme ça, je peux voir plus facilement. Voilà. En tout cas, merci Jessica, parce que je trouve que c'est pas évident de parler sur l'environnement en 40 minutes, hein, j'avoue. Donc, il y a beaucoup de choses à développer. Tu nous as donné des livres à lire aussi, et on peut aussi se renseigner sur Internet sur beaucoup de points. Donc, est-ce que vous auriez éventuellement une question ou bien un commentaire? Je vois certaines. Voilà, je vois Marie-Christine a levé la main. Allez, Marie-Christine. Oui, j'ai même envoyé la petite main là Oui. par les réactions, mais elle n'est pas très visible apparemment. Il y aura Maï. Yeah. Alors oui, moi aussi, je veux vraiment remercier Jessica. C'était très complet, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire, hein, mais c'était très riche. Et j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Qu'en est-il des panneaux solaires? Je pense quand il y a une copropriété, par exemple, d'installer des panneaux solaires pour apporter l'énergie. Mais par exemple, s'il y a un orage de grêle, tout est détruit. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais ça? Oh, je pense que c'est quand même un minimum solide, hein. Mais je ne saurais pas te garantir que rien ne va être détruit. Renseigne-toi sur Internet, je ne saurais pas te répondre là. Je peux donner un témoignage concret, Ah oui, oui, oui. parce qu'à Breuillé, on a installé des panneaux solaires Ah et oui. on a déjà subi la grêle. Et ce qui a cédé, c'était pas les panneaux solaires sont OK, mais c'était il y a eu le lien en caoutchouc entre la toiture qui est fait pour isoler, quoi, entre la toiture et les panneaux solaires. Il y a eu un trou, du coup, on a eu une fuite dans le plafond. Mais bon, ça a été réparé, mais les panneaux solaires eux-mêmes n'ont pas branché, quoi. Merci Didier. J'ai vu qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main, donc je vais dire Maë, et puis ensuite il y a Stéphanie. Maë, oui, si tu veux dire quelque chose. Tu peux peut-être te présenter ou vous présenter? Oui, alors moi je suis Leïla Mahaï. Moi je viens de Polynésie. D'accord. Wow. Et puis bon, j'ai pas entendu la grande partie, mais j'ai pris des notes au fait, quelques petites notes à partir des animaux sont nécessaires au fait pour les plantes. D'accord. Voilà, Alors, donc ça a été enregistré pour ceux qui le désirent ensuite, hein, je pourrais l'envoyer. Oui, donc voilà, donc jusqu'à la fin. Oui, effectivement, parce qu'au fait, moi, je viens d'une grande famille d'agriculteurs, au fait, en Polynésie. Donc, nous, on ne connaissait pas l'appellation bio parce que ça n'existait pas. Et donc, on faisait notre culture propre à nos connaissances. Et donc, aujourd'hui, j'ai 50 ans et donc, je pratique toujours cette méthode. Et aujourd'hui, donc, on a un champ de 5000 mètres carrés de produits locaux qui est aujourd'hui, au fait,
donc demandé par le gouvernement territorial de Polynésie française à ce que ça soit véhiculé avec une appellation bio. Et donc, on est les premiers, au fait, sur la presqu'île de l'île de Tahiti, ça veut dire la petite île, à avoir cette appellation bio donc aujourd'hui. Et la méthode, c'est toujours à l'ancienne. Ça veut dire qu'on avait des vaches avant, donc le terrain, il a été élaboré par les vaches, et donc on a gardé, on n'a rien touché, on a juste fait des trous, et puis voilà, et on a semé des graines. Mais les graines, ils ont été triées. Au fait, c'est moi qui triais les graines pour voir au fait de quelle production venaient les graines, parce que je ne voulais pas des graines au fait imbibées de pesticides. Et donc aujourd'hui, on a cette appellation-là. Mais ça reste toujours, oui, éventuellement avec ces combinaisons avec les poules, les petits potagers avoisinant maison pour le petit manger du soir. Et donc voilà, on a toujours ça. Et donc, je suis actuellement à Paris en soins, mais le plus grand projet qui m'a été proposé hier, c'est qu'il faut que je cogite sur un projet pour la vanillée à reboiser. Et au fait, on n'a pas à reboiser de vanillée chez nous parce que c'est sur l'île de Taha'a, dans les îles sous le vent en Polynésie, ce sont les meilleurs planteurs de vanillée et ce sont des arbres. Et donc, on suspendait et donc ça venait tout seul. Il faut juste marier, c'est tout. Et donc, on n'a jamais touché jusqu'à aujourd'hui, c'est resté tel quel. Ah, merci, merci Maë. Voilà. Hein. Maë ou Maï? Mahai. Ah, Maï, ok, merci beaucoup. Jessica, tu voudrais dire quelque chose ou répondre? Ah non, c'est excellent que vous fassiez ça. Alors, si vous cherchez plus de renseignements, il y a aussi le terme l'agriculture régénérative que vous pouvez chercher. D'accord. Voilà, c'est vraiment la manière la plus respectueuse, quoi, donc effectivement de maintenir, en fait, de ne pas épuiser la nature, mais au contraire de réintroduire. Voilà, c'est bien. Donc là, je passe à Stéphanie, qui lève la main depuis quelque temps déjà. Et donc, en fait, par rapport à la viande, il y a un type qui s'appelle Alan Savory, et il a une conférence sur TED qui est très, très inspirante. Et justement, lui qui voit la désertification s'intensifier sur tous les continents, et même sur les continents qui ont des parcs nationaux comme les États-Unis, a justement vu qu'avec le bétail, mais groupé qui bouge d'une manière un peu comme les animaux d'antan qui bougeaient tout le temps, il a pu régénérer des milliers d'hectares qui sont maintenant verts et qui étaient en voie de désertification. Donc, tout à fait ce que disait Jessica. D'accord, donc ça confirme ce que... Merci Stéphanie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à une autre question, une autre main levée? Je ne vois pas tout le monde, alors voilà. Ok. Ah, il y a Marie-Christine à nouveau et Bernard ensuite. Ok, Marie-Christine. Alors, moi, j'ai été frappée par une parole dite par Jessica. C'est l'importance de ne pas jeter de produits toxiques dans l'eau. Et pour ma part, alors je ne veux pas faire une page de pub du tout, hein, mais depuis maintenant presque 30 ans, j'utilise des produits, les produits Amway, que certaines d'entre vous connaissent et utilisent. Et là, la lessive, le liquide vaisselle, les produits de nettoyage maison, du sol, tout ça, même les bouteilles sont biodégradables. Et donc, chaque fois que j'utilise ces produits-là, je me sens participer à la lutte pour l'environnement.
Voilà. Et je voudrais dire une autre chose aussi que vraiment j'ai appris aujourd'hui, enfin j'ai pris conscience, c'est par rapport aux animaux, l'importance de manger un animal entier. Jusqu'à présent, c'est vrai, on nous vend des escalopes de dinde, des cuisses de poulet, etc. Mais presque plus l'animal entier. Et moi, bon, je réalise combien je passe à côté d'une richesse, en fait, en ne prenant que des petites parties des animaux que nous mangeons. Voilà. Juste un petit commentaire par rapport à ça. Justement, quand tu parlais de ça, je trouvais ça intéressant puisque je pense même en Asie aussi, en fait, ils utilisent toutes les parties de l'animal pour faire des soupes et des choses comme ça. Mais autrefois aussi, c'était comme ça. Est-ce que c'est pas dû justement du fait que les gens vivent de façon tellement vite et veulent consommer vite qu'ils n'ont pas du tout, ils ont perdu le temps d'apprécier chaque partie ou chaque chose qu'ils mangent ou qui existent. Il paraît que actuellement, il y a beaucoup d'organes en fait qui sont donnés aux animaux domestiques, les chiens et les chats, parce que les humains, ils le rejettent, alors que en fait, il paraît que si vous mangez du foie, par exemple, une fois par semaine, vous auriez autant de nutriments que de la viande tous les jours, quoi, tellement c'est riche en nutriments. Donc c'est presque dommage de donner ça. Pas de le jeter, mais je pense quelque part c'est quand même réutilisé, mais juste peut-être pas toujours. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous vend des poulets qui sont vidés. Il n'y a plus ni le cœur, ni le foie, ni les poumons, ni tout l'intérieur. Il faut vraiment demander spécialement pour avoir un poulet entier. Alors, c'est pareil. Je vais prendre. Alors, il y a eu Bernard qui a levé la main avant, puis ensuite je vois Sylvie. Ça va faire. Bernard. Bernard, tu voulais dire quelque chose? Attends, je t'entends pas, ouais. Et là, vous m'entendez là? Oui, ça va. Bon, oui, je lance une question, bon, certainement qui grand débat. Un peu plus fort, si tu peux. Oui, à propos de la régulation de la population, parce que la Terre est trop petite, donc il y en a qui disent bon, il faut réguler les naissances, tout ça. Est-ce que c'est une solution ou bien bon voilà, je lance disons cette idée, mais ça fait débat, hein, j'ai pas de réponse vraiment, mais c'est une question qu'on peut se poser. Et il y en a, ils disent il y a trop de gens, il faut voilà, on va stériliser, je sais pas quoi. Bon, je lance cette idée, ça fait partie aussi du débat. Jessica, tu en as parlé un tout petit peu, mais très bien. Ouais. Alors, j'avais dit à Brigitte avant, il faudrait carrément faire une autre réunion juste pour débattre là-dessus, parce que ça implique plein de discussions sur contraception et le droit des femmes. Bref, 2 points. D'une part, je dirais, si on a de nombreux enfants, apprenons-leur de vivre de manière durable, c'est-à-dire si on leur apprend, on doit quand même se sentir responsable d'élever nos enfants pour qu'ils soient respectueux de la planète, de partager surtout, de ne pas trop prendre pour soi-même. Si on arrive à partager, à pas constamment chercher à avoir le plus d'objets matériels possible, c'est tout à fait encore gérable, même avec plus de personnes sur Terre. Il est vrai qu'en fait, beaucoup de personnes dans le monde vivent actuellement avec beaucoup moins d'objets matériels que nous, je pense que la plupart d'entre nous. Et si tout le monde voulait vivre comme nous, ça deviendrait problématique, quoi. Donc il faudrait qu'on commence, nous les plus riches, à consommer un peu moins et pour que d'autres personnes puissent aussi profiter. Ah. Donc, je vais donner la parole à Sylvie aussi. Sylvie, tu as une question ou un commentaire? Oui, c'est plutôt un commentaire et je voudrais pas sembler, comment dire, pas pessimiste ou vieux jeu ou vieux style, mais quand j'écoute Jessica, ce qu'elle a dit ou différents commentaires, je suis dans un sens triste parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément de faire attention à l'écologie ou de faire attention aux déchets ou tout ça. J'ai l'impression que c'est une question d'éducation.
si on enlevait les 50 ou 60 dernières années, mais il y aurait tellement de choses différentes. J'ai l'impression d'être très vieux jeu quand je dis ça, mais nos parents, j'allais dire mes parents, l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, ils ne s'attendaient pas à avoir des sacs en plastique pour aller faire les courses. C'était évident d'avoir son panier. C'était évident d'acheter les carottes, les pommes de terre qui ne sont pas emballées. C'était évident de manger un poulet entier. Et ils ne faisaient pas ça pour l'environnement. J'ai l'impression que c'est une éducation qu'on a perdue, que on veut tout vite et, enfin, je ne sais pas comment dire. Bien sûr, il faut faire attention à l'écologie. Enfin, bien sûr, je ne rejette pas du tout ce que Jessica a dit, mais je me dis que le fond de la chose, c'est différent, quoi. C'est, je ne sais pas, une perte des valeurs ou une perte de la logique, une perte de la… Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que je peux sembler un peu négative ou un peu, enfin, pas négative, c'est pas le mot, mais un peu comme si je me plaignais de l'attitude de maintenant, mais j'ai l'impression qu'il faudrait revenir à des bases, quoi, à des bases, mais logiques, ou comment dire, enfin, pas logiques, mais… Je trouve qu'il y a une prise de conscience maintenant quand même de plus en plus forte. Hein. Par exemple, tu parlais des filets, pas des filets, oui, des sacs en tissu pour aller mettre les oranges au lieu de prendre des sacs en plastique. Maintenant, à Carrefour, ils mettent des sacs en papier. Mais ça devient de plus en plus, comment dire, pas évident, mais on y réfléchit de plus en plus comment on peut réduire justement le nombre de déchets. Mais ce qui me rend triste, c'était pas comme ça enfin, je veux dire, pendant 2000 ans, enfin, pendant 100 000, enfin, pas 100 000 ans, mais depuis que l'homme existe, c'est les 50 dernières années, les 60 dernières années qui ont fait tout ça. Pour beaucoup de choses, quoi, pour beaucoup de choses dont on a parlé. J'ai l'impression que, enfin, je sais pas, c'est comme si, il faut se réveiller, quoi, il faut… Alors, j'ai un petit commentaire de Noélie Nicole. Elle a écrit dans le chat. Alors, à propos de la régulation de la population, est-ce vraiment important? Si on vit dans un espace suffisant pour le nombre qu'on est et dans le respect de la nature. Voilà. Je pense que c'est notre société qui vit avec d'énormes pertes de valeur. Ça, c'est sûr aussi, on peut le dire. De la même façon que quand je regarde même ici où je suis, aux Ulysses, où il y a de plus en plus de bâtiments qui se construisent, et ma réflexion encore était aujourd'hui, mais en fait, on est en train de manger de plus en plus de parties vertes. Plus on construit, moins il y a de verdure. Et ça, j'ai constaté depuis 20 ans qu'il y a de moins en moins de verdure là où je suis, parce qu'on construit de plus en plus d'appartements, parce qu'il y a un besoin d'appartements, du fait aussi que les valeurs familiales ou que le nombre de divorces qui augmente, donc il faut de plus en plus d'appartements. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui fait que c'est vrai, c'est aussi, ça fait partie d'un environnement plus… Enfin, ça affecte aussi l'environnement, quoi, je veux dire. Ok, donc peut-être d'autres questions? Sylvie, on va être 10 milliards là. Hein. Quand tu étais petite, on n'était pas 3 milliards hein, quand même entre nous. Non, mais il y a une différence. Je veux dire, là, pour moi, c'est vraiment les 50-60 dernières années qui ont tout basculé, quoi. Je veux dire. Ouais. Enfin, bon, à tous les niveaux. Alors, ce qui me rend triste, c'est que maintenant, on doit réapprendre ce qu'on a perdu. Enfin, bon, c'est tout. C'est une réflexion personnelle, quoi. Mais je veux dire, bon, merci à Jessica pour tout ce qu'elle a dit et tout ça, mais ça me rend triste d'être à un point où on doit apprendre ces choses-là. En fait, oui. C'est important aussi que nos enfants soient éduqués, même déjà très jeunes. Et bien sûr, voient aussi l'exemple de leurs parents ou de ceux qui les entourent. Mais je crois qu'il y a aussi une question d'éducation. Par exemple, jeter même les bonbons
Vous savez, les papiers de bonbons, quand ils reçoivent un bonbon, il y a le papier. Est-ce qu'on le jette par terre ou on le met dans une poubelle? Mais il y en a qui le jettent encore par terre. Des petites choses de ce genre, mais ça commence par des petites choses. Et la conscience est là. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Bon, je ne vais pas que parler. Donc, s'il y a d'autres personnes… Ah, Bernard à nouveau, oui. Ah, 4 participants ont levé la main. Oui. Ah, il y a aussi… Vous m'entendez là? Oui, alors on t'entend. Allez, Bernard, très court. Oui, je pense qu'il faut faire intervenir l'art, hein, donc poésie, littérature, musique, sculpture et tout, pour éduquer les gens. Bon, là, j'étais inspiré juste de 2-3 petits vers de poésie qu'on pourrait faire. Je vous les cite là. Remettons, je vous prie, la planète en état. Pensons à nos enfants. Qu'allons-nous leur laisser? Des rivières asséchées, des terrains bétonnés, des forêts calcinées, sans aucun animal. Mis à part les microbes et les virus mortels. Bon, on peut continuer, voilà. Mais simplement, la poésie, tout ça, ou l'art, les chansons, ça peut avoir un impact très fort sur les gens, des fois plus que les conférences. Oui. Je sens, Bernard, que tu es très ému. Et tu viens juste de faire ce petit poème-là? Oui, ça m'a été inspiré, mais c'est un morceau de poème. Bon. Alors, je vais donner la parole à Domila ou à Raphaël. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jessica, pour cette super présentation. C'est incroyable comment tu as pu mettre autant de choses dans un temps aussi court et à la fois des bonnes expressions théoriques et pragmatiques. Donc, merci beaucoup pour ça. Et effectivement, je rejoins, et justement, je pense que tu l'as bien présenté, qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le progrès de notre progrès, en fait, hein, parfois de notre monde. Mais d'un côté, moi, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je vois ça comme d'un côté, il y avait des découvertes de choses modernes et l'homme a été un peu, l'être humain a été un peu très inspiré par ça. Waouh, on peut avoir toutes ces choses rapidement, facilement, etc., sans se rendre compte des conséquences de ça. Et là, il y a une plus grande partie de la population qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se dire, attendez, il y a quand même des conséquences par rapport à toute cette magie qu'on a découvert. Et je pense que c'est un apprentissage par l'expérience et l'erreur. Et effectivement, heureusement qu'on est peut-être en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans toujours le soi-disant progrès. Je ne sais pas ce que toi tu ressens, Jessica, par rapport à ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution positive, justement, une contre-réaction positive par rapport à ce qui s'est passé? Il y a les deux extrêmes dans la population, je dirais. Non, et je voulais aussi dire quelque chose par rapport à Sylvie. Il est vrai que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont de la génération de mes parents et des gens de la génération de ma génération. Donc, on n'a pas forcément grandi de la même manière. Et on va dire qu'aujourd'hui, vivre, par exemple, de zéro déchet, ça serait presque c'est difficile, en fait. Il faut faire un effort pour chercher les magasins où on peut encore acheter des choses sans emballage. Par rapport à Raphaël, ce que Raphaël dit, c'est, je dirais, si on peut souvent vivre longtemps dans l'ignorance, malheureusement, si on rencontre pas, si on vient, si par hasard on n'a pas quelqu'un qui nous donne les bons renseignements, voilà, tu achètes tel produit, ça a tel impact sur l'environnement et que c'est pas juste dire tout le cycle de la vie du produit, de la fabrication jusqu'à sa décomposition dans la nature ou son réutilisation, s'il y a cette possibilité. Oui, ok. C'est certain que je pense si on arrive à un minimum à maîtriser son égoïsme, naturellement, on va être poussé aussi à ne pas surconsommer. Et ça va tout ensemble, quoi. C'est possible maintenant de fournir des aliments dans les supermarchés. Tout est facile. On a juste à attraper un produit sur le comptoir, dans le frigo, sur l'étagère. Et je pense pour certaines personnes, ça leur a facilité la vie. Il y a une raison pour laquelle on a adopté du plastique ou d'autres produits d'emballage. Simplement pour les gens qui sont capables qui ne sont pas obligés de faire ça parce qu'ils ont le temps, il serait bon
revienne à nouveau à ce style de vie. Et, Mhm. voilà, mais je pense qu'il faut surtout beaucoup d'éducation, quoi, parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, à une époque, j'achetais beaucoup de vêtements, je ne réfléchissais pas, voilà, j'achète tel vêtement. Si je ne l'utilise pas jusqu'au bout de sa vie, bah, qu'est-ce qu'il va devenir ensuite? Combien de ressources il a fallu pour le produire? Des choses comme ça, quoi. Je ne sais pas si je t'ai bien compris, Raphaël? Oui, oui, très très bien. Ouais. Donc c'est important d'éduquer parce que les gens en fait se rendent pas compte de l'impact si on les éduque pas dessus, quoi. Ouais. Ouais. Alors, j'ai le papa qui a une question. Didier. Voilà. Oui, alors effectivement, moi quand j'étais gamin, en plus mon père était vétérinaire, il allait dans les fermes et tout, on avait un mode de vie qui était beaucoup plus naturel. Mais je dirais à la défense du développement qui s'est fait, euh, on a quand même bon, on a d'autres problèmes aussi aujourd'hui, mais on a quand même moins de problèmes de malnutrition dans le monde aujourd'hui qu'à cette époque-là, parce qu'on a quand même résolu des problèmes de la faim. Donc maintenant, c'est une question d'améliorer la qualité. Jessica d'ailleurs disait, on n'a pas tellement de problèmes de quantité, mais on a un problème de qualité. Et donc ça, c'est une nouvelle situation à laquelle, mais je trouve il y a quand même, alors il faut que ça se développe, mais il y a plein il y a plein de créativité quand on regarde. Il y a beaucoup d'idées de construire des immeubles avec jardin sur le toit, avec toutes sortes de méthodes euh, pour que, on parle d'immeubles à énergie positive, c'est-à-dire ils produisent plus d'énergie que ce qu'ils en consomment et qui peuvent produire aussi de la nourriture, etc., des champignons dans les caves ou d'autres produits sur le toit, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Et sans parler là, j'étais de nouveau en conférence avec ICSG et ICUS, là, donc ICUS et puis sur Dieu et la science. Et on a reparlé de nouveau de l'énergie du point zéro. Enfin, il y a plein de possibilités de ressources énergétiques euh, qui n'existent pas encore du tout du point de vue pratique dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Bien, merci, oui, Didier. C'est bien. Donc, si on peut conclure, il y a aussi une question de connaissance. Je pense que, en fait, le but de cette rencontre, c'est aussi d'apprendre des choses ou de nouvelles choses et de prendre conscience de certaines choses. Et puis, de savoir aussi éduquer nos enfants. Je pense que c'est important de leur faire prendre conscience de cette planète. Et je pense que je voudrais bien vraiment sortir sur une note positive parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de recherches. On en parlait, il y a quand même pas mal de choses. Je trouve qu'il y a une grande prise de conscience quand même aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, Jessica. Donc peut-être, Jessica, tu voudrais conclure peut-être parce qu'on arrive vers la fin de notre rencontre. Tu voudrais dire quelque chose de plus? Non, je pense que la discussion était très intéressante. Comme l'a dit Sylvie, enfin, dans certaines choses, il serait bon de revenir en arrière, presque. Et puis, évidemment, je ne dis pas qu'il faut se priver du progrès lorsqu'il nous bénéficie, quoi. C'est juste, il faut se poser la question, est-ce que pour chaque chose, on a vraiment besoin à chaque fois de quelque chose de plus moderne encore, voilà, il y a moyen tout à fait. En fait, dans de nombreuses situations, notre bonheur sera peut-être meilleur en revenant en plus à la nature, quoi. Voilà. J'ai encore une petite question. Est-ce qu'on a le temps? Oui, vas-y alors. Oui, bien sûr. OK, on a encore quelques minutes. Bon, c'est une question que je me pose par rapport aux vêtements en coton. J'ai toujours pensé que le coton, une fois utilisé, était recyclé. Et j'apprends là que non, pas du tout. Il se promène dans la nature, il est revendu et re-revendu, mais il n'est pas recyclé. Est-ce que c'est exact? Alors, il y a des nombreuses choses qui peuvent arriver à un vêtement utilisé, soit s'il y a encore un minimum d'état portable par des personnes qui ont moins d'exigences, il peut être réutilisé. Donc, soit
dans ton propre pays, soit éventuellement en Afrique. Il y a énormément de boutiques de vêtements revendus qui viennent d'Amérique et d'Europe. Après, alors je sais qu'il y a quelques entreprises qui développent maintenant le recyclage de tissus, mais Oui, c'est encore en nombre, malheureusement, c'est pas énorme. Donc, il y a des entreprises, par exemple, qui déchirent les tissus, qui ensuite refont des fils avec, et on peut refabriquer des vêtements, quoi. Voilà, c'est possible, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, quoi. Alors après, oui, en fait, le coton, à la limite, c'est moins embêtant que d'autres matières, que ça arrive en déchets, quoi, parce que c'est biodégradable, contrairement à des matières, on va dire, non synthétique. naturelles. Voilà. Mhm. Alors, Ouais, ok. il y a Ouais. d'autres, en fait, il y a d'autres mains levées. Moi, je vais quand même leur donner. Alors, Stéphanie, est-ce que c'est toujours la main levée ou tu as voulu lever la main là? Ah, j'ai levé la main. Ah, d'accord. Ah, ben là, tu as fermé ton micro. C'est par rapport au bon vieux temps de Sylvie. Je ne sais pas quel âge elle a, mais Paris était noir, on se chauffait au charbon, les voitures étaient polluantes comme tout. C'était affreux. Enfin, moi, il y avait du charbon. Tout le monde se chauffait au charbon. Mais Paris, quand ils ont commencé à nettoyer Paris, parce que c'était tellement noir à cause du charbon, mais c'était extraordinaire. Donc, le bon vieux temps, quand même, hein. Ok. Oui, c'est dit. Et Sylvie, alors, tu as Oui, aussi oui, levé la je main. voulais juste rajouter quelque chose, une expérience que j'ai eue, et pour rester quand même dans du positif et pas voir tout comme dans le temps. Bon, je suis allée une fois aux États-Unis il y a un peu plus de 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça, parce que mes enfants avaient vers 8-10 ans. On va chez chez des amis. La maman est française, d'origine française. Et quand on arrive chez eux, bon, je sais bien, ils avaient 5 ou 6 enfants. Et les parents travaillaient tous les deux, donc je peux comprendre, les parents travaillent, 6 enfants, 5-6 enfants, enfin bref. Mais dans la cuisine, il y avait j'arrive pas à le montrer même ici, un grand bac, un grand carton, très grand carton, et dedans, c'était marqué, c'était des petites cuillères à café, les cuillères à café. Il y en avait 500 ou 1000 dedans. Et la maman qui dit, bah oui, c'est pratique, comme ça, je n'ai pas de vaisselle à faire, ils veulent un yaourt, ils veulent quelque chose, ils prennent et on jette. Moi, j'étais, mais je suis, mais c'est pas possible, quoi. Pour moi, je voyais ça du côté de l'argent, quoi, acheter des cuillères alors que laver une cuillère, c'est rien du tout, quoi. Surtout qu'on était en Amérique et que tout le monde a un lave-vaisselle et que voilà, quoi. Et puis, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, ou peut-être plus maintenant, parce que le temps passe vite, j'ai entendu une fois aux nouvelles que maintenant, on allait limiter en France tous les couverts et les assiettes en plastique, enfin, de tous les trucs jetables, le plastique jetable, je veux dire. Hein, et là, ça m'a même mis en colère. Je me suis dit, mais enfin, quand on a besoin de un ou une fois, quand on organise quelque chose, ça va beaucoup plus vite. Donc, en moi-même, je me dis, bon, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, quoi. De jamais utiliser une cuillère parce que ça va plus vite d'en prendre une en plastique et de l'acheter, à plus rien du tout en plastique, quoi. Enfin, ça, c'est 2 expériences que j'ai vécues, une qui m'avait choquée et une, je n'étais pas d'accord non plus qu'on produise plus de trucs en plastique. Donc, je voulais juste partager ça, quoi. Hein. D'accord, merci. Je ne sais pas si… Stéphanie, tu as encore… Didier, encore? Tu as fait aussi, non? Ou c'était avant? Il y a eu des personnes qui ont écrit par oui, rapport c'est au vrai. recyclage, c'est très intéressant. Oui, j'ai vu, oui. Ouais, Alors, H&M. H&M, j'ai récemment vu un documentaire là-dessus. Malheureusement, je ne crois pas que pour l'instant, ils puissent tout traiter de la manière qu'il faudrait. C'est-à-dire, ils ont pour ambition à long terme, j'imagine, de tout recycler, mais voilà, c'est pas certain. Il paraît que c'est plus une pub qu'autre chose, quoi. Voilà.
voilà, renseignez-vous vous-même sur Internet, vous trouverez. Alors après, de Maï, dans les Vosges, ils recyclent le coton en pull. Et Ilona qui dit « Je pense aussi que notre façon moderne de vivre depuis quelques dizaines d'années nous a éloignés de la nature. On doit retrouver le lien avec la nature et prendre le temps de reconnaître la valeur des choses dans la nature. » Et Bernard qui dit « L'excès nuit en tout. » Et Stéphanie, c'est du greenwashing. Je vais t'expliquer, Stéphanie. Il y a Bernard qui a écrit aussi… Le greenwashing, c'était par rapport à H&M. Hein. Ah, d'accord. C'est un grand… le greenwashing… je cherchais tu as un label d'entreprise à développement durable et je cherchais un article pour mes élèves et il y avait Nespresso. Wow, Nespresso, développement durable. Ah bon, ok. Bon, cherchez l'erreur hein, quand même. Il y a beaucoup de greenwashing, quoi. Faire semblant que c'est bio, mais ce n'est pas du tout durable. D'accord. Bien, bon, c'est vraiment intéressant. Hein. Je crois qu'on pourrait durer encore 1 heure en fait de discussion et d'échange, mais là, je pense que bientôt on va devoir finir. Alors, je vois des mains. Maï, tu as levé la main? Oui. Ah, d'accord. OK. Alors, tu seras une des dernières après. D'accord, OK, merci. Non. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on en parle encore, mais pas en 1 heure. Non, non, c'est sûr. 1 heure, oui, c'est vrai que c'est très court, j'avoue. Mais oui. Je suis très contente en fait d'avoir participé à cet échange de paroles sur ce sujet qui est très important, oui. Merci. Voilà. Ouais, merci Maï. Merci d'être là aussi. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va conclure tous. Alors, je vais essayer de faire une toute petite photo. Et je voudrais vous dire bonsoir. Oui, bonsoir, Marie-Jeanne. Alors, vraiment, je suis désolée. Tu nous parles d'où, là? J'ai commencé. C'est 14h Bénin, 14h de la France, c'est différent. Ah, voilà. Donc, tu es oui, au Bénin, là. Oui. Vraiment, je suis désolée. C'est intéressant. Je voudrais saluer l'initiative. Il faut ça pour nos enfants. Nous avons besoin de ça. Au Bénin même, la cassa, il y a un genre de manger qu'on appelle la cassa. C'était dans les feuilles. Actuellement, les gens utilisent le sachet, ce qui n'est pas bon. Les sachets sont partout. Et ce n'est pas les sachets biodégradables. Cet enseignement, je voudrais que vous répétez ça encore. Nos enfants ont besoin de ça. Merci beaucoup pour l'initiative. Bien, merci. Super, hein, Marie-Jeanne. Bien. Je pense qu'on va conclure notre rencontre. En tout cas, je vous remercie. Je vais faire une photo. Alors, essayer de… je ne sais pas si je peux avoir le visage de tout le monde. Que tout le monde ouvre sa vidéo. Oui, alors on est tous en vidéo là, oui. Alors, attendez, je vais quand même… Ouais, ma vidéo ne fonctionne plus.